de manière générale, oui, j'ai l'impression que les portes de l'école se referment en fait lorsqu'on n'est plus dedans. Et souvent, lorsque le lien se détériore, je crois, c'est parce que on n'est pas à la hauteur. Lorsque je dis on, c'est l'institution que je représente. On n'est pas à la hauteur des enjeux dans la communication. Il y a beaucoup de questions que les parents se posent. Et parfois, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'essayer d'y répondre, on fait le dos rond. Ça n'est jamais une bonne solution lorsqu'on a les enfants en otage. Lui, c'est Mohamedou, il est enseignant depuis 8 ans. Il parle de son quotidien de prof remplaçant sur les réseaux sociaux avec le compte Balance pour la Balance et dans un livre Mohamedou le prof. Aujourd'hui, on a discuté avec lui de questions de religion ou encore de représentation à l'école et plus généralement de comment il conçoit le métier. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professeur remplaçant? Parce qu'en général, dans la tête de la plupart des gens, je pense, c'est pas forcément une position qu'on prend par choix. Ça peut s'imposer. En tout cas, c'est vu comme ça la plupart du temps. Donc toi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette position? Ah, c'est une très bonne question. Parce que non seulement auprès du grand public, je crois, en tout cas c'est les échos que j'en ai aussi, c'est pas une position qu'on choisit, mais en plus c'est quelque chose qui n'est pas forcément valorisé. C'est-à-dire que lorsqu'on pense remplaçant, et ça c'est l'univers sportif qui veut ça, on pense que les remplaçants c'est des personnes qui finalement n'ont pas les épaules ou n'ont pas les compétences pour être des titulaires. Si je voulais embrouiller un peu les gens, je dirais, mais et c'est la vérité, au moment où je vous parle, moi je suis, non seulement je suis remplaçant, mais je suis aussi titulaire. Et ce qui m'a amené à prendre ce poste, c'est le challenge qui le permet. En début de carrière, en fait, après être sorti de l'ESP, j'ai eu de la chance dans mon parcours d'être dans des écoles où finalement tout fonctionnait bien, avec des collègues avec lesquels tout fonctionnait bien, là, avec de la mixité sociale, avec des parents qui suivaient la scolarité de leurs enfants, c'était chouette. Mais c'était pas exactement ce que je recherchais parce que j'avais l'impression que ce soit moi ou un autre enseignant, c'était la même chose pour ces élèves-là. Ok, Qui tu ne voulaient cherchais pas... plus de challenge en fait. Ouais. Exactement, exactement. Et le poste de remplaçant, c'est celui qui me permet d'avoir tout ça. Donc du coup, j'imagine que assez fréquemment, plusieurs fois par semaine peut-être même, tu dois être confronté à du coup une nouvelle école, Absolument, une nouvelle classe, de absolument. nouveaux élèves. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans dans tous ces changements? Bah, je crois que c'est, encore une fois, c'est une question de défi. C'est le fait d'arriver devant des personnes qu'on ne connaît pas, des équipes qu'on ne connaît pas, un public qu'on ne connaît pas, et d'essayer quelque part, de gagner une confiance, d'installer un cadre pour qu'on puisse avancer toutes et tous ensemble avec les enfants. Parce que lorsqu'on est face à des personnes, et aujourd'hui c'en est un peu la preuve, on est toujours obligé de réadapter un peu son masque social. Voilà, on sait qui on est, mais on ne sait pas qui est en face de nous, et on ne sait pas comment on doit se présenter. Et si on veut avoir la prétention devant des élèves de leur apprendre quelque chose, qu'ils nous apprennent quelque chose, il faut que le masque corresponde en fait. Lorsqu'on arrive dans certains milieux, il y a un code en réalité. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'approprier le code pour faire en sorte que le message soit reçu par les personnes qui sont en face de nous. Parce que du coup, quand on pense à professeur ou à enseignant, tu sais, on imagine bah, un truc très routinier. Enfin, je pense tu sais, aux profs de maternelle qui Ouais, instaurent une routine très précise tous ouais. les En matins. élémentaire aussi d'ailleurs. On fait la même chose tous les ans quand on est prof dans le collège. Toi, t'as pas de routine, en Non, fait. j'ai pas de routine. Après, pour être totalement, j'allais dire juste avec les collègues qui Mhm. sont pas là pour le dire aussi, même lorsqu'on a une grosse trame, on réadapte toujours de toute façon. Ne serait-ce que parce que le public qu'on a chaque année, même si je gardais la même classe chaque année, les élèves n'étant pas les mêmes, je serais obligé de réadapter. Mais c'est vrai que mon poste, il met ça en exergue un peu. Je suis obligé en fait d'être pas dans la spontanéité, mais en tout cas dans, dans le fait de ne pas être préparé Mhm. et de devoir quelque part trouver là tout de suite quelque chose pour installer en fait ce cadre de confiance et qu'on puisse essayer d'avancer ensemble. Bah justement, qu'est-ce qu'il faut pour instaurer un cadre de confiance, le meilleur qui soit, et pour adapter de la meilleure façon ce masque dont tu parlais? Je crois qu'au tout départ, il faut être conscient en fait que les situations dans lesquelles on arrive nous renvoient à notre vulnérabilité. C'est-à-dire que lorsque j'arrive dans une école, dans une classe où les élèves ne me connaissent pas, les éléments les plus importants finalement, même si oui, l'enseignant a une place importante, mais il n'a pas la place centrale. C'est-à-dire que moi j'arrive dans une école et il n'y a pas d'élèves en face de moi, je ne suis pas un enseignant. Par contre, les élèves arrivent dans une école et il n'y a pas d'enseignant, ils sont répartis dans Ouais, d'autres classes. ouais. Donc ils sont toujours des Ils élèves. sont toujours Les élèves. éléments les plus importants, c'est eux. Et dans cette situation-là, lorsque j'arrive en face d'eux, eh bien, c'est peut-être à moi d'avoir le recul nécessaire, de me dire, au tout départ en tout cas, et peut-être que ça va être un peu difficile, mais je vais être dans l'observation. Et du coup, dans ton livre et sur tes réseaux, tu que tu veux ouvrir les portes de l'école aux parents. Ouais. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il y a une forme de rupture entre la famille et l'école aujourd'hui en France? Une rupture, parfois, à certains endroits, mais en tout cas, si ce n'est pas une rupture, en tout cas un lien qui est au moins détérioré. L'école est un lieu central, c'est pas anodin
que lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, eh bien, l'une des premières choses qu'on essaie de toucher, ce soit les programmes scolaires, parce qu'on sait que c'est un lieu qui est central et c'est une manière de marquer quelque part son territoire, je crois. Donc c'est quelque chose qui intéresse les gens et oui, moi je pense que tout simplement il faut leur ouvrir les portes parce que mais il ne faut jamais oublier que les enfants qui sont là, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont nos élèves, ou ils essayent en tout cas de l'être, mais ce sont les enfants des familles qui nous les confient. Et ce qu'ils nous confient est extrêmement important. Lorsqu'on est parent et qu'on doit malheureusement aller à l'hôpital avec son enfant, évidemment qu'on veut avoir un retour des médecins, même si ce sont les Tout à fait. médecins qui opèrent. Voilà, on est en droit de savoir ce qui s'est passé dans cette salle d'opération, même si on n'y est pas. À l'école, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble un peu. Ça veut dire que les enfants nous sont confiés plus de 6 heures par jour dans une journée où ils vont passer 8 heures à dormir. Finalement, c'est les 6 heures les plus productives de leur journée. Et les passent avec nous. C'est le minimum d'ouvrir la porte, je crois, ou en tout cas de laisser un entrebâillement pour que les parents puissent voir ce qui s'y passe. Et du coup, sur tes comptes et dans ton livre, tu parles aussi beaucoup de représentation. Pourquoi c'est important que, justement, il y ait une meilleure représentation au sein de l'école et au sein de ces équipes pédagogiques? Et ça aussi, c'est une bonne question. J'ai envie de te la retourner en disant, mais aujourd'hui, tu es là et tu es journaliste. Combien de fois est-ce que tu as vu des journalistes qui se ressemblaient avant que tu n'aies l'envie de devenir journaliste? À quel point est-ce que ça a pu t'impacter? Et aujourd'hui, je te pose la question alors que toi, tu es une adulte. Ouais. Voilà. Je pense que tu vois où je veux en venir. Tout Pour à les fait. enfants, c'est exactement la même chose. Combien de professions est-ce qu'on a pu envisager sans en avoir jamais vu de personnes qui nous ressemblaient être dans ces professions? C'est ça qui joue. Alors, la diversité, parce que c'est de ça dont on parle, l'inclusion, tout ça, ne doit pas aller au détriment de la compétence. Si jamais je suis là, c'est parce que j'imagine, j'espère en tout cas, que je suis un bon enseignant et non pas parce que je ressemble à ce à quoi je ressemble. Mais on peut pas faire comme si c'était pas une partie de l'équation. Pour beaucoup d'enfants, et c'est ce qu'ils me renvoient, en tout cas, c'est important d'avoir des gens en face d'eux auxquels ils puissent se référer en fait, en se disant bah voilà, on n'est pas les mêmes mais on se ressemble. Et maintenant que je sais qu'il y a des personnes qui me ressemblent qui font ça, bah moi aussi ça m'ouvre des portes intellectuellement en me disant mais peut-être que je peux le faire. Et c'est vrai, je peux le faire. Donc tout l'enjeu c'est ça en fait, l'enjeu de la représentativité pour moi. C'est de faire comprendre à certaines personnes qui peut-être sortent d'un certain cadre général, parce qu'on est tous en fait différents en réalité, qu'ils peuvent réussir là où ils ont envie de réussir. Et si jamais ils voient des personnes qui leur ressemblent dans ces milieux-là, ce sera d'autant plus facile d'avancer cet argument-là, tout simplement. Et toi, c'est quelque chose qui t'a manqué? Parce que du coup, à titre personnel, je pense que c'est la même chose pour toi, parce qu'on est à peu près de la même génération, mais j'ai jamais eu de maîtresse, de maître ou de professeur qui me ressemblait, ou qui ressemblait à un de mes parents, enfin qui était noir. C'était toujours à peu près le même profil. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi? C'est quelque chose que j'ai vécu, ouais. ouais. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je n'ai eu qu'un seul enseignant noir dans ma scolarité, c'était un professeur d'espagnol, sénégalais d'origine d'ailleurs. Et voilà. Et c'est tout en fait. Mais à quel point est-ce que ça m'a impacté? Je sais qu'en tout cas, jusqu'à ce que je sois à l'âge adulte et que j'ai fait quelques années d'études secondaires et que cette occasion de devenir enseignant se présente concrètement à moi, c'est pas un métier que j'aurais envisagé en fait. Tu aurais pas pensé? Jamais de la vie. Ok. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là et le concours s'est bien passé et le métier est ce qu'il est, mais il me plaît toujours autant. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui ont cette fibre-là, en fait, et pour lesquelles, peut-être, en voyant des personnes qui leur ressemblent, ils vont se dire, bah, pourquoi pas moi? Et toi, du coup, c'est quelque chose auquel tu penses quand tu te présentes devant une classe? Non. Pas forcément. Non, Ok. c'est quelque chose qui m'arrive. C'est-à-dire que je suis en classe, je suis enseignant, voilà. Et parfois, des remarques d'enfants me rappellent à ça, voilà, parce que ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais au jour le jour, et je le raconte dans le livre, hein, je me lève pas le matin en disant mais comment je vais être noir aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Ouais. je sais que dans le regard de certaines personnes, je le suis. Je sais que dans certains regards d'enfants, c'est important parce que leurs bouches me le font comprendre. Il y a des propos qu'on peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Ah, t'es le premier prof marron, disent-ils, ou le premier prof noir que je rencontre. Ok, mais c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu as envie de développer? Si jamais tu t'en tiens à ça, ok, on passe à autre chose, mais ça y est, tu l'as dit. Je sais que tu l'as remarqué. Peut-être que d'autres ne le remarqueront pas, mais toi, tu l'as remarqué et ça veut dire quelque chose. Je vais faire comme si. Ça ouvre une discussion, ou au moins ça ouvre une réflexion. Exactement. Et je pense que je suis pas le seul à qui ça arrive. C'est sûr et certain. Les questions qui lient la religion, la laïcité et l'école, en général, surtout dans le contexte actuel, elles cristallisent souvent des tensions. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu abordes dans ton livre, que tu abordes sur tes réseaux sociaux. Comment tu fais pour aborder ces questions en classe quand, notamment, elles viennent de tes élèves? Alors déjà, le fait religieux c'est quelque chose qui est au programme scolaire. Donc on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, et surtout en CM1, CM2, au cycle 3, c'est quelque chose qu'on aborde. Mais on l'aborde d'une manière historique. Voilà. Moi, en tant qu'enseignant et en tant que fonctionnaire, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai
aucune autorisation de dire ce que seraient mes opinions par rapport à la religion ou aux religions de manière particulière ou à l'athéisme aussi en particulier. En tant qu'enseignant, j'accueille toutes les remarques et j'accueille tout ce que les élèves peut-être, parce que ça aussi il faut le savoir, en tant que c'est pas parce qu'on évolue dans le même espace qu'on a le même rôle. Un enseignant, c'est pas un élève qui est un enfant. L'enfant qui arrive à l'école et qui essaie d'être élève, il est d'abord enfant. Et lorsqu'il rencontre un autre enfant, bah, ils discutent en fait. Et ils discutent de ce qu'ils sont, ou de ce à quoi ils pensent, ou de ce qui se passe à la maison. Gabriel qui discute avec Djibril, sans savoir que leurs prénoms finalement peut-être proviennent de la même entité. Mais c'est intéressant, parce que les discussions qui sont d'ordre religieux entre les deux, ça laisse juste comprendre que tel est plutôt de telle confession et l'autre est de telle confession, et puis on va avoir une autre personne, un autre élève qui va arriver, qui va alimenter la conversation, mais leurs conversations sont généralement apaisées. Et du coup, lorsque des remarques m'arrivent, parce qu'il y a des questions qui peuvent aussi m'être adressées, j'essaie juste d'y répondre, mais dans le cadre de ma fonction, c'est-à-dire d'un point de vue de la neutralité. La neutralité, c'est jamais dire ah bah oui, mais moi, c'est ça que je pense. Ou non, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Ou telle religion, elle vaut mieux que sur ce point-là. Absolument pas. Non, vous êtes ce que vous êtes, les enfants. Et attention, à l'école, par contre, lorsqu'on en parle, vous avez le droit d'en parler entre vous. À partir du moment où vous n'êtes pas dans le fait de convaincre les autres, que vous n'êtes pas dans le prosélytisme, on emploie les termes techniques lorsqu'ils sont assez grands pour les comprendre, mais vous avez le droit en fait d'en discuter. Et lorsqu'on abordera en classe, nous, c'est l'idée que je développe dans le livre, c'est comme si on avait des paires de lunettes en fait. Il y a les paires de lunettes religieuses et la paire de lunettes historiques à l'école. La paire de lunettes, le regard que nous on pose sur ce fait à l'école, c'est la paire de lunettes historique. Donc à partir de là, lorsque c'est clair pour les enfants, qu'on l'a assez répété, finalement ça se passe relativement bien. Parce que je vais dire des choses qui pour eux peut-être vont être, j'allais dire, pas heurtantes, mais peut-être moins profondes, moins complètes que ce qu'ils entendent à la maison, dans d'autres cadres de figure. Mais en sachant qu'ils maintenant ils connaissent la posture que j'ai, ça se passe bien, ils le comprennent très très bien. Donc oui, je pense qu'à cet égard-là, on a tout intérêt en fait à s'inspirer de ce que font les enfants, parce que leurs discussions sont vraiment, vraiment beaucoup plus apaisées que ce qu'on pourrait croire, et beaucoup plus apaisées que celles des adultes qui sont en dehors de l'école. D'accord. Mais du coup, une petite question de conclusion, ce serait quoi la chose que tu préfères dans ta vie d'enseignant remplaçant? Waouh! Si tu devais en retenir qu'une. Bah, je crois que c'est la rencontre des différents publics et des différents élèves en fait. J'aime vraiment ça, le fait d'essayer, parce qu'on a la prétention lorsqu'on est enseignant, voilà, on voyage, on va voir différents élèves, différentes classes, différents collègues, et on a cette prétention-là parce que c'est notre fonction, de dire on va essayer d'apprendre quelque chose aujourd'hui ensemble. Mais j'aime l'idée que finalement j'en apprends autant que les élèves. Ça fait très cliché, mais c'est la réalité en fait. Et on peut pas, je crois, se dire qu'on va essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un si nous-mêmes on n'a rien appris de cette personne. Parce que la personne en face de nous, elle a besoin de savoir qui on est, un minimum, en tout cas comment on se positionne, pour ensuite nous accorder cette confiance qui va lui ouvrir l'esprit, pour nous laisser essayer pas de la convaincre, mais en tout cas lui apporter quelque chose. Si je te tends la main, que tu ne me connais pas, ta main, tu vas pas me la donner. Tu vois, il faut un minimum, il faut quelque chose, il faut un regard, il faut une position, un positionnement, quelque chose en tout cas qui va faire que tu vas avoir un tout petit peu confiance pour pouvoir ensuite me donner la main, et à partir de là peut-être qu'on va pouvoir discuter, et moi c'est cette chose-là qui m'intéresse, je crois, parce que je suis profondément intéressé par le vivre ensemble. Voilà, après le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est pas juste le fait d'être les uns à côté des autres, c'est essayer de tisser des liens pour que on puisse mieux vivre les uns avec les autres et non pas juste à côté les uns des autres. Et ça, je pense que mon métier me permet d'être aux premières lignes pour voir ce qu'on peut faire éventuellement, pour voir aussi ce que les enfants y font parfois, parce que je m'en inspire beaucoup, et c'est ça que je préfère, je crois.